Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Grand Orné pour cette invitation. Il se trouve que j'étais votre voisin, puisque pendant 23 ans, j'étais professeur à Lille. Et donc, j'ai eu l'occasion, à cette période, de visiter le Grand Orné quand c'était complètement à l'abandon. Je gardais un souvenir, et quand j'ai eu cette invitation, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien revoir ce site qui m'avait intéressé, à la fois comme économiste et aussi comme esthète. Donc, je crois que la conférence a été annoncée sous le titre « Croître ou décroître » de l'oxymore du développement durable à l'utopie de la décroissance. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompé, parce que ça arrive quelquefois qu'on fasse une conférence qui n'est pas celle qui était attendue. Bon. Donc, en visitant l'exposition, effectivement, on retrouve cette fameuse formule d'Hamlet à propos des abeilles qui disparaissent, to be or not to be. Effectivement, croître ou décroître, that is the question. Et on pourrait dire aussi croire ou décroire, c'est la question, parce que la croissance, c'est aussi une question de foi, de religion, et par conséquent, le problème, est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas à la croissance? Est-ce qu'on est un adepte, un croyant, un sectaire de la croissance, ou est-ce qu'on est capable de se libérer de cette religion? Effectivement, pour la grande partie de l'humanité, et en tout cas pour la totalité des princes qui nous gouvernent, à l'exception de Papa Francesco, la croissance est un article de foi, une évidence. C'est pas le plus intelligent de tous, mais enfin, il est assez représentatif. George W. Bush, en 2002, le 14 février 2002 exactement, à Silver Spring, à l'occasion du congrès des météorologistes américains, donc de ceux qui s'occupent des problèmes climatiques, a dit la croissance n'est pas le problème, elle est la solution. Effectivement, que l'on soit, je suis français, donc je ferai mes références à des hommes politiques français, qu'on soit François Hollande ou Emmanuel Macron, on n'a qu'une seule boussole, qui était, comme l'a dit Jacques Chirac dans ses vœux quelques années auparavant, croissance, croissance, croissance. Donc la croissance est un article de foi, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'à première vue et à court terme, elle semble, dans un système d'économie capitaliste, de marché mondialisé, elle semble la seule solution aux contradictions et aux problèmes, essentiellement les problèmes sociaux, ce que dans l'ancien monde on appelait la lutte de classe, et qu'avec la croissance on peut, parce que la croissance permet, selon une image utilisée ad nauseam par les économistes, de la tarte, le gâteau, la croissance, on fait croître le gâteau et par conséquent, les riches peuvent continuer à s'empiffrer, tandis que les pauvres ont la chance de pouvoir avoir des miettes. C'est ce que M. Macron a théorisé, c'est l'idéologie du premier de cordée qui traite des pauvres, ce que les économistes avaient théorisé dans leur langue sacrée, c'est-à-dire en anglais, the trickle-down effect, l'effet de percolation, de ruissellement. Et alors là, les économistes qui ne sont pas des économistes, donc je les connais bien, je connais la tribu, ce ne sont pas spécialement des poètes, mais quand ils parlent de ça, ils ont presque des larmes aux yeux, ils utilisent des images, des métaphores, en particulier la métaphore de la marée. La marée, quand elle monte dans le monde, elle fait relever des gros bateaux, mais aussi des petits. Donc ça veut dire qu'avec la croissance, les riches seront encore plus riches, mais les pauvres deviendront riches, les pays riches seront encore plus riches, mais les pays pauvres deviendront riches, se développeront, etc. Donc, remettre en cause ce dogme merveilleux, c'est évidemment blasphématoire. Donc, la décroissance, c'est un mot tellement blasphématoire
que même les organisateurs de la belle exposition que vous avez vue n'ont pas osé l'utiliser, parce qu'on dit quand même décroissance, c'est négatif, c'est pessimiste, vision, etc. Ça montre à quel point notre imaginaire est colonisé par cette religion de la croissance, parce qu'enfin, si nous faisons preuve d'un minimum de bon sens, nous devrions savoir que lorsqu'un fleuve sort de son lit et qu'il envahit tout le monde aspire à la décrue. Décroissance, c'est la décrue du fleuve économique qui a envahi et détruit tout notre espace et toute notre oikos planétaire, et par conséquent, il est nécessaire de décroître si nous voulons que nos enfants aient une vie, si nous voulons que l'humanité ait un futur. Ceux qui avaient très bien vu ce qui est plus ou moins au point de départ de l'exposition des auteurs du premier rapport au Club de Rome, en particulier Denise et Donella Midos, dans leur rapport Halte à la croissance, vous avez bien vu qu'il fallait arrêter cette folie parce que, tout simplement, une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. Et on aura beau faire et beau dire, notre planète est finie, elle représente 55 milliards d'hectares, c'est pas mal, mais il n'en a pas plus. Donc la décroissance est une nécessité qui semble une absurdité, une utopie, et c'est une utopie qui est beaucoup plus réaliste, évidemment, que l'utopie de la croissance infinie, qui effectivement, elle, est une utopie totalement idéaliste par excellence. Mais vous allez me dire, mais on ne peut pas concevoir, parce qu'on est tellement accro avec cette religion qu'on cherche à tout prix à sauver quand même le dogme en faisant des aménagements. Et donc on se dit, mais on ne pourrait pas imaginer une croissance qui serait compatible avec l'environnement. Par exemple, un développement qui serait durable, qui serait soutenable. Alors, effectivement, on y reviendra peut-être, oui, on y reviendra, c'était la première partie, mais on a présenté, je dis tout de suite, parce que justement, c'est un économiste qui travaille en Belgique, je ne me rappelle plus son nom, il est en Belge d'origine, mais enfin, je crois qu'il travaille, je ne sais pas si c'est à Louvain-la-Neuve ou à l'Université libre de Bruxelles, en tout cas, il dit, mais la décroissance, c'est une variété de développement durable. Non, pas du tout, c'est un contresens, je le dis tout de suite, il faut quand même être clair sur ce dont on va parler. Le développement durable, la décroissance a été lancée récemment, en fait, en 2002, très précisément en avril 2002, dans une conférence qui a été la dernière fois où Ivan Illich a parlé en public. Il est mort quelques mois après. Donc c'était une conférence à l'UNESCO. Et nous avions lancé l'idée de décroissance pour faire contraste, opposition précisément à la mystification extraordinaire et à l'imposture du développement durable. Donc, considérer la décroissance comme une variété de développement durable, c'est un contresens historique, théorique et politique. Historique, parce que donc, pourquoi avons-nous éprouvé la nécessité de lancer ce slogan? Tout simplement parce que ce colloque, organisé par une petite association qui s'appelle la Ligne d'Horizon, des amis de François Pardon. François Pardon, c'est une espèce de gourou univitch français, bon. Et donc, nous étions plus ou moins dans sa succession. Et en 2002, on est quelques années après la chute du mur de Berlin, la fin donc du deuxième monde. S'il n'y a plus de deuxième monde, il n'y a plus de troisième monde. Donc c'est le triomphe du monde unique. Et c'est à l'époque où on commence à parler de mondialisation, globalisation. C'est le triomphe en même temps de la pensée unique. C'est la fin de l'histoire,
l'apothéose, la synthèse du marché, de l'économie de marché et de la démocratie pluraliste, théorisée par Francis Fukuyama, vous savez. Et donc, par conséquent, comme dit Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative. Donc, nous sommes condamnés pour l'éternité à un système, à l'homme unidimensionnel de Marcuse, qui n'est autre que l'homo economicus, et nous sommes condamnés à l'économie de marché, à la mondialisation, à la main une bâtisse heureuse, et donc, par conséquent, sous sa forme, alors bien sûr, on sait qu'il y a des problèmes avec l'environnement, la mondialisation heureuse va les résoudre grâce au développement durable qui est inventé par 3 criminels en col blanc à la même époque, qui sont précisément Maurice Strong, milliardaire canadien du pétrole et accessoirement secrétaire des Nations Unies pour l'environnement, Henry Kissinger, bien connu pour son humanisme, en 2013, le 11 septembre 1973, c'est déjà ça remonte donc le fameux coup d'État contre Allende au Brésil, télécommandé par le disons blanc. Et puis le troisième humaniste, c'est le plus sympathique des trois, Stefan Schmidheiny. Stefan Schmidheiny, qui est aussi milliardaire suisse, qui se trouve récemment condamné à 18 ans de prison au tribunal de la Cour d'appel de Turin pour le meurtre de 3000 ouvriers à Casal Monferrato, parce qu'en même temps que cet humaniste était écologiste, il était aussi le patron d'Eternit, donc la firme qui utilisait sciemment de l'amiante qui tuait les ouvriers, alors que depuis 1906, on sait que l'amiante est cancérigène. Bon, donc voilà, ces trois sympathiques compères se disent, après la conférence de Stockholm en 1972, la même année de l'apparition du premier rapport de l'automne, qui est la première conférence des Nations Unies sur l'environnement, on se met d'accord pour une sorte de mot d'ordre pour les États, pour les interdire, éco-développement. Les industriels américains trouvent que l'éco-développement, c'est trop écologique. Bon, et donc, Kissinger demande, on va changer ça, et on part éco-développement et on met sustainable development. Et ça a eu un succès fantastique. Les écologistes sont tombés également dans le piège, et on a le développement durable, c'était très bien. Parce que pourquoi c'était très bien? Parce que c'était le moindre effort, ça permettait de dire on ne change rien et on sauve tout. On sauve la planète et on sauve en même temps le business, le capitalisme, etc. Donc c'est formidable. On a à la fois le beurre et l'argent du beurre. Malheureusement, dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut choisir ou le business ou l'environnement. Donc nous allons voir dans une première partie cette imposture du développement durable. Je dirais la double imposture du développement durable. Pourquoi double? Parce qu'il y a l'imposture du développement et il y a l'imposture du durable du développement. Et puis on verra l'utopie de la décroissance en réaction contre cette imposture du développement durable. Alors, l'imposture du développement, elle est à la fois historique, anthropologique et théorique. Historique, parce que il semble comme ça, si on y apparaît quelque chose de la croissance, c'est la croissance économique, le développement économique. Mais tout ça vient. Les économistes ne sont pas spécialement des archéologues du savoir, et donc ils ne font jamais, rarement l'histoire de leur propre discipline et des origines de leur concept. Mais la croissance et le développement, ça vient très précisément de la biologie. Ça vient de la biologie évolutionniste, celle de Jean-Baptiste Lamarck et de Darwin, et c'est très clair, il y a des textes en particulier chez Darwin qui sont lumineux. Darwin explique que tous les organismes en évoluant se modifient dans la taille, dans le poids, etc. Cette modification quantitative du volume
c'est la croissance. Donc, avec le temps, les organismes croissent, les plantes, les animaux, les arbres, les hommes, etc. Mais en se transformant, en évoluant et grandissant, les organismes se transforment. Le gland ne devient pas un gland gigantesque, il devient une chaîne. L'embryon ne devient pas un embryon normalement, sinon c'est le problème. Il ne devient pas un gros embryon, il se transforme, il devient un animal, un homme. Et ça, c'est le développement. Donc on a une définition rigoureuse et claire de ce qu'est la croissance et le développement des organismes. La croissance, c'est la transformation quantitative d'un organisme. Le développement, c'est la transformation qualitative. Mais évidemment, il n'y a pas de transformation quantitative sans transformation qualitative. Donc il n'y a pas de développement sans croissance. Parce qu'on a parfois dit, mais c'est vrai que la croissance n'est pas durable, etc., mais le développement, c'est pas la croissance, le développement, ça serait durable. Non. Le développement implique la croissance, et par conséquent, elle n'est pas plus durable que la croissance. Donc, le problème, c'est que la posture des économistes, c'est que, d'abord, l'économie n'est pas un organisme. On peut considérer de façon métaphorique que l'écosystème homme-nature constitue un organisme gigantesque. C'est ce qu'a fait le grand savant britannique James Lovelock avec ce qu'on a appelé l'hypothèse Gaïa, de considérer que l'écosystème auquel nous vivons est un organisme qui souffre, lui infligeant des blessures, que l'on menace de détruire, et qui d'ailleurs peut se venger. Le dernier ouvrage de James Lovelock s'appelle The Revenge of Gaïa, la revanche de Gaïa. Effectivement, il nous prédit pique-pente pour ce qui va arriver parce qu'on a maltraité Gaïa. On peut même, comme les philosophes l'ont fait pendant des siècles, considérer que les civilisations sont des organismes, et comme tous les organismes, les civilisations, comme nous l'a appris Paul Valéry sous Mortel, elles naissent, et Montesquieu déjà nous l'avait appris, même Polybe déjà l'avait appris, elles naissent, elles croissent, elles se développent, elles déclinent et elles meurent, comme tous les organismes. Le problème, alors il y a un double problème. D'abord, l'économie n'est pas une civilisation. C'est quelque chose qui se situe à l'intérieur du social, à l'intérieur de l'espace physique, de l'espace biologique, de l'espace social, mais ça n'est pas la totalité du social, même si aujourd'hui l'économie a tout dévoré. Bon. Et de plus, eh bien, les organismes, si l'économie était un organisme, il obéirait aux lois des organismes, de naissance, croissance, développement, déclin et mort. L'économiste, on sait que non, l'économie est un organisme qui était immortel et que la croissance était infinie et qu'une civilisation pourrait être éternelle. C'était la fin de l'histoire dans l'éternité. Donc ça, c'est la posture de l'économie. Effectivement, nous subissons les lois, en particulier les lois de la physique. Ce n'est pas, les économistes ont inventé leur discipline en imitant la mécanique rationnelle de Newton, qui est un modèle mathématique très séduisant. La mathématique, c'est magnifique, mais c'est abstrait. La réalité n'a rien à voir. Elle n'obéit pas, malgré quelle idée, elle n'obéit pas aux lois mathématiques. Elle obéit aux lois de la thermodynamique, et en particulier à la seconde loi, qui nous dit, tout simplement, qu'on appelle la loi de l'entropie, qui nous dit cette chose que nous pouvons tous contrôler, vérifier, que lorsque nous avons mis 30 litres de pétrole dans le réservoir de notre voiture, ce pétrole, lorsqu'il a fait fonctionner la voiture pendant 300 km, ce pétrole n'est pas, en tant que réalité physique, n'a pas disparu totalement, les molécules existent, mais nous ne pouvons plus nous en servir pour faire fonctionner la voiture pour 300 nouveaux kilomètres. Nous ne pouvons plus les récupérer, nous devons nous réapprovisionner de pétrole, énergie à basse entropie à la pompe, pour le transformer en énergie à haute entropie, effectivement, en le brûlant et en laissant
les molécules de dioxyde de carbone se répandent dans l'atmosphère, d'où on pourrait éventuellement essayer de les récupérer, mais pour les récupérer, il faudrait dépenser à nouveau l'énergie, reprendre le poids. Donc on ne retrouvera jamais, à partir de 32, on ne retrouvera jamais l'énergie qui nous a permis de faire les 300 km. Voilà, on n'a pas encore réussi, on a cherché. Il y a une très belle nouvelle des Isaac Asimov, la deuxième loi. Les savants ont cherché pendant des siècles, effectivement, à contredire la deuxième loi de la Cameroun. On n'a pas réussi. Bon. Il n'y a pas de mouvement perpétuel. Donc, c'est une imposture ici. C'est une imposture aussi anthropologique, parce que le développement et la croissance ne sont pas des réalités, des concepts universels. En dehors de l'Occident moderne, aucune société ne concevait les choses à travers ce concept économique de croissance. Et d'ailleurs, on en a un indice assez intéressant lorsque les développeurs ont cherché à répondre après la grande... Parce que le développement est une entreprise qui a été lancée à partir du 20 janvier 1949 par le discours sur le point 4 de l'Union du président Harry Truman. On a dit, nous allons maintenant... Alors qu'auparavant, il y avait une grande diversité de cultures étranges, des tas de sociétés avec des tas de coutumes absolument invraisemblables, des Chinois qui avaient des petits pieds, des négresses qui avaient des plateaux énormes, des tas de trucs folkloriques à l'intérieur des empires coloniaux britanniques et français, et espagnols, et portugais. À partir du 20 janvier 2001, tous les peuples se sont mis sur le même niveau, sur le point de départ de la course, au plus haut produit international. Et donc, il y en a qui sont plus développés et d'autres qui sont moins développés. Donc, tous les gens sont tous dimensionnés sur un seul axe, le développement plus ou moins développé. Et le problème, c'est que quand on a voulu parler aux gens de développement, il n'y avait aucun mot dans les langues indigènes pour parler de ça. Ils avaient des mots qui parlaient de, effectivement, être comme les Peuls avaient un mot, Bamtara. Bamtara, ça voulait dire être bien ensemble. Et donc l'image, c'est que quand on construit une case Peul, qui est une case pisée carrée, avec un toit en chapeau chinois rond, alors on construit le toit au sol. Pour poser le toit sur la case, tout le village se réunit, et puis là, il ne faut pas mettre un grand d'un côté et puis un petit de l'autre, il faut bien se mettre ensemble, et ça traduit une certaine harmonie du village. Donc c'est comme ça qu'ils sont représentés, Bamtare, ce qui pourrait leur idéal. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que les développeurs voulaient introduire, parce que les développeurs, dans leur manuel, la première chose pour développer, il faut créer des besoins. Les gens, ils n'avaient pas de besoin, ils étaient bien comme ça. Il faut avoir besoin au moins d'un transistor, si on a une télévision. Donc voilà, c'était très compliqué. Il a fallu inventer toutes sortes de choses pour arriver à convaincre les Africains, mais pas seulement les Amérindiens, etc., qu'il fallait se développer. Donc le développement n'est pas du tout universel. C'est quelque chose qui est propre à l'Occident et qui est relativement récent, comme tout ce qui est économique, qui est relativement récent dans notre histoire, qui implique en particulier une idéologie, effectivement, dont nous sommes encore tous plus ou moins des adeptes. Moi, on ne peut pas comme ça s'enlever de la tête quelque chose qui a été tellement inscrit, l'idéologie du progrès. Alors, on est tous convaincus. Il y a le progrès ici, c'est une bonne chose, il a fallu 2-3 siècles pour introduire ce virus dans notre corps, mais maintenant on est tous convaincus de l'existence du progrès. Le problème, par exemple, pour une tribu dans la tradition africaine, généralement, le passé, c'est ce qu'on connaît,
Et donc le passé, on le voit, il est devant nous. Le futur, on ne le connaît pas, donc il est derrière. Bon, c'est pas con. Et donc l'idéal, l'idée, c'est que la société va essayer d'aller sur la trace de ses ancêtres, rejoindre le passé idéal. Et donc, alors quand vous leur parlez de progrès, ouais, ils deviennent complètement schizo, parce qu'ils disent comment aller devant, mais en abandonnant le passé, alors que le passé est devant pour créer un futur qui n'existe pas. Donc ça les rend fous, effectivement. Ça implique en plus de tuer le crocodile totem qui représente le grand-père pour en faire des ceintures pour vendre aux touristes, de raser les bois sacrés pour vendre des bois d'Okoumé pour faire des banques pour les Blancs en Europe, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Donc, voilà, le développement, le concept de développement est un concept évidemment, et la croissance aussi, ethnocentrique. En plus, donc, c'est un projet, une imposture théorique, parce que le développement est une promesse du bonheur pour tout le monde, et que, en fait, la première étape du développement, c'est de détruire, comme disait Ivan Illich, c'est la guerre au vernaculaire, c'est-à-dire la guerre à la capacité des gens de vivre par leurs propres moyens, pour qu'ils soient transformés leur autonomie personnelle et en marchandisation, pour qu'ils achètent sur les marchés, et par conséquent, ça engendre une pauvreté toujours plus forte. Moi-même, j'en ai pu être témoin. J'ai commencé ma carrière en Afrique dans les années 60. À l'époque, l'Afrique, évidemment, était le prototype des pays sous-développés. Mais en Afrique, à l'époque, personne ne mangeait, ne mourait de faim. On avait toujours à manger dans la communauté, etc. On n'avait pas de voiture, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de ceci. Mais il y avait à manger pour tout le monde, on pouvait très bien survivre. Ça n'est plus le cas maintenant. Après quelques décennies de développement, vous avez des millions d'Africains qui sont en carence alimentaire, qui sont pas seulement des Africains, des Sud-Américains, etc. Même les Argentins qui, j'ai dit autrefois, tuaient un bœuf pour prendre un beefsteak, maintenant ils ont des carences, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus non plus de poisson parce qu'ils ont détruit leurs ressources halieutiques. Bon, alors, c'est un posture du développement. Mais le développement, j'ai dit aussi le développement durable, donc il y a la posture du développement, il y a l'imposture du durable. Le développement, la posture du durable, donc, c'est que le développement est à la fois un oxymore et un pléonasme. C'est paradoxal. C'est un pléonasme parce que si l'on se réfère à grand théoricien, premier théoricien du développement, Woodruff, qui a écrit dans les années 60 un livre qui a eu un très bon succès qui s'appelait Les étapes du développement économique, The Stages of Economic Growth, ou la croissance économique, qui était sous-titré Non-Communist Manifest, un manifeste non communiste, il y a même un manifeste anticommuniste, vraiment plein dans la guerre froide. Et il définit le développement comme self-sustaining growth. Donc, vous avez bien vu qu'il y avait une différence entre la croissance et le développement. La croissance, ça pouvait être quelque chose, une phase de croissance. Effectivement, si on pense par exemple à des pays comme le Brésil qui ont eu des cycles, nombreux cycles de croissance et d'enrichissement, le cycle du bois de Brésil au XVIe siècle, puis le cycle du caoutchouc, puis le cycle du café, puis le cycle du sucre. Il y a eu tout ça. Donc on a eu des phases dans le Brésil d'enrichissement important, tel point qu'ils construisaient, si vous allez à Manaus, ils ont construisait des opéras, ils faisaient venir Caruso pour chanter à l'opéra de Manaus, et puis quelques années après, tout ça s'écroulait, à chaque cas, donc la croissance n'était pas durable. Donc le développement, c'est la croissance durable, la self-sustainable. Alors si le développement, c'est la croissance durable, le développement durable, d'abord c'est quoi? C'est une croissance durable. Donc on est dans le pléonasme, mais bon.
Mais on est surtout dans l'oxymore. On est surtout dans l'oxymore, pourquoi? Tout simplement parce que la croissance n'est pas durable. Et le développement n'est pas durable, parce que le développement suppose la croissance, et qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. Donc ce culte de la croissance, cette idéologie d'une croissance, donc nous vivons dans une société de croissance, c'est-à-dire une société qui s'est phagocytée par une économie de croissance, c'est-à-dire une économie qui a pour objectif la croissance pour la croissance. Il ne s'agit pas, bien sûr, de croître pour satisfaire les besoins, ce serait une excellente idée, ça reste toujours une excellente. Non, il s'agit de croître pour croître. Et donc ça repose sur une triple limitation qui s'inscrit dans un paradigme le plus large de la modernité, de la démesure. Enfin bon, on va pas rentrer maintenant, ce serait une autre conférence. Triple limitation, une limitation de la production, ce qui signifie une limitation dans le prélèvement des ressources naturelles renouvelables et la renouvelable, parce qu'on ne peut pas produire à partir de rien, donc il faut effectivement prélever des matières premières. Une limitation de la consommation, parce que si on produit effectivement, ça n'a de sens que si on consomme ce qui a été produit, sinon c'est aucun intérêt. Donc, la société de croissance est forcément une société non seulement productiviste, mais aussi consumériste. C'est la société de consommation de milliards à laquelle il est fait référence dans l'exposition. Mais le résultat, alors c'est pas facile de faire consommer les gens, parce que nous avons la nature qui nous a doté d'un estomac limité. Et par conséquent, nous avons des besoins naturels relativement limités. Et quand ils sont satisfaits, donc il faut nous faire consommer au-delà de ces besoins naturels. Et donc il nous faut créer des besoins artificiels, toujours plus de besoins, et toujours plus artificiels. Et c'est à ça que sert le marketing. Et le résultat de cette double limitation, c'est une troisième limitation, c'est une limitation des déchets. Parce que vous aurez beau faire, plus vous produisez, plus vous consommez, vous pouvez évidemment, bien sûr, faire récolter les déchets, essayer de recycler, mais vous ne recyclerez jamais qu'une toute petite partie des déchets, et en particulier, vous ne recyclerez jamais l'énergie que vous avez consommée. Donc, les limitations. La troisième limitation, c'est l'élimination des déchets. Qu'est-ce que ça signifie, l'élimination des déchets? Ça signifie donc l'élimination de la pollution, de l'air, et effectivement, nous respirons un air irrespirable. Et avec la canicule, on s'en est tous aperçus. Non seulement l'air est saturé de particules cancérigènes, de particules qui sont neurotoxiques, etc. Mais en plus, vous avez des produits chimiques invisibles comme l'ozone, qu'on ne voit pas, mais qui ont la propriété d'engendrer de l'asthme et toutes sortes de problèmes, aussi des maladies cardiovasculaires. Donc, maintenant, respirer, c'est une expérience à haut risque. Malheureusement, on n'a pas le choix. Bon, boire aussi est une expérience à haut risque. Je suis breton, eh bien, je suis l'un des derniers survivants d'une espèce en voie de disparition qui a pu connaître le goût de l'eau des sources et des fontaines bretonnes. Avec les fontaines où Merlin l'Enchanteur allait s'abreuver, eh bien, maintenant, Merlin l'Enchanteur, il serait immédiatement intoxiqué s'il allait boire dans une bretonne. Absolument toutes les sources et les fontaines de Bretagne
sont pollués par le lisier de porc. Alors, vous aimez manger du jambon, manger du jambon de Bayonne, du jambon de Parme, c'est probablement du jambon du porc breton qui a été estampillé par ou Bayonne, par les mystères de Bruxelles. À Bruxelles, il y a beaucoup de mystères. On peut transformer, c'est beaucoup mieux que la transsubstantiation de l'hostie dans le corps du Christ. On peut transformer des olives grecques en olives italiennes, du porc breton au porc au jambon de Parme, etc. Il suffit simplement que ça soit conditionné à Parme, machin, que ça soit estampillé. Bon. Donc, alors, toutes les nappes phréatiques de ma Bretagne natale sont polluées. Je me souviens, dans mon enfance, on discutait, on disait, ah, l'eau de Meucon, il y avait des sources d'eau de Meucon est meilleure que l'eau de Pontivy, etc. On discutait des goûts des eaux, comme maintenant on discute du goût d'une bière, la Chimay par rapport à une bière, etc. Bon. Là, maintenant, on est condamné à l'eau industrielle, qui n'est pas toujours sans problème. Bon, enfin, et la troisième, évidemment, pollution, c'est la pollution de la terre, le sol. Les sols sont à la fois désertifiés, détruits, la vie des sols morte grâce à des produits merveilleux. Vous savez que Bruxelles a encore autorisé pour 5 ans le glyphosate, par exemple, c'est-à-dire le Roundup de Monsanto, mais si Monsanto Bayer, et tous ces produits merveilleux, les engrais chimiques, les pesticides, etc., qui tuent les abeilles, effectivement, mais pas seulement les abeilles, tous ces produits. Donc, si bien que chaque année, nous avons 16 millions d'hectares à peu près qui sont transformés en désert. Jusqu'à présent, on s'en est sorti parce qu'on a rasé 16 millions d'hectares de forêt tropicale, équatoriale, en Afrique, en Indonésie, en Amazonie. Mais dans quelques années, il n'y aura plus un arbre à raser, donc le désert continuera. Et voilà, nous sommes condamnés, effectivement, de ce point de vue-là, à des sérieux problèmes. Alors, donc, en raison de cette stricte limitation, bien sûr, le développement et cette croissance sont insoutenables et ne peuvent pas être durables. Nous en avons un indice quasi scientifique, qu'on connaît bien maintenant, c'est l'empreinte écologique. Voilà, ecological footprint, ça c'est l'empreinte écologique. Bon, c'est assez vieux, moi je suis vieux moi-même, et donc je ne change pas mes trafics tous les ans, mais d'une année sur l'autre, ça ne change pas beaucoup, ça empire un petit peu, pas trop heureusement, mais c'est déjà suffisant pour nous assurer qu'on va allègrement vers la catastrophe. Donc là, on a tous les pays. Je vous ai dit que la planète représentait 55 milliards d'hectares. Ces hectares ne sont pas tous bioproductifs, comme disent les experts. Les fonds marins peuvent servir, même pour jeter les déchets nucléaires. Les sommets des Himalayas servent aux alpinistes pour jeter leurs canettes de bière. Tout ça, c'est pas très utile pour notre survie. Donc, l'espace utile, marin ou terrestre, d'après les calculs des experts, c'est environ 12 milliards d'hectares. Donc, si nous étions 6 milliards d'individus, ça nous ferait 2 hectares par personne. On est un peu plus, on a un peu moins de 2 hectares. Je crois que 2 hectares, c'est la ligne noire sur le graphique. Déjà, avec ça, on voit que la partie supérieure, c'est-à-dire les pays qui ont une empreinte écologique supérieure à 2 hectares, en fait, maintenant, c'est 1,8 hectare, dépasse les pays qui nous aident à survivre, c'est-à-dire tous les pays d'Afrique, une partie des pays d'Asie et d'Amérique latine, ne suffit pas à compenser. Les Burkinabés sont très sympas, ils acceptent de se serrer la ceinture et donc ils ont une empreinte écologique de moins d'1 dixième d'hectare. C'est fantastique. Et donc ça nous aide beaucoup pour pouvoir, nous, avoir une empreinte écologique un Belge moyen, environ une empreinte écologique de 5 hectares, c'est-à-dire 2 fois et demi l'empreinte soutenable. On peut illustrer ça autrement. Bon, là, c'est plus récent, mais c'est pareil. Donc, là, ça veut dire
barre et demi à 1 hectare d'huile. Alors vous avez tous les pays, ceux qui sont en dessous de la barre, c'est essentiellement les pays qu'on appelle sous-développés, et ceux qui sont en dessous sont les pays développés. Alors les champions, c'est pas les États-Unis ne sont plus le deuxième. Le premier, c'est les Émirats arabes unis. Parce que là, ils ont des coutumes assez. Ils veulent faire du ski dans le plein désert, donc là, du point de vue de leur bilan énergétique, leur empreinte carbone, c'est pas très bon. Donc ils ont une empreinte écologique, voilà, on peut la présenter, voilà, l'ecological footprint, imagée comme l'empreinte d'un pied. Alors vous voyez que vous avez deux gros pollueurs de la planète, la Chine et les États-Unis. Le problème, c'est quand même, alors on dit, bon, mais les Chinois sont trop nombreux, c'est sûr, mais les Américains consomment trop, ça c'est encore plus sûr. Donc voilà, les deux problèmes qui sont, donc, le résultat de tout ça, c'est que, évidemment, on n'en a plus pour longtemps. Donc, ou bien on change, ou bien on ferme la porte. Bon, alors, si on ne veut pas fermer la porte, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut adopter l'utopie de la décroissance, deuxième partie. Alors, j'ai déjà mis des bouteilles pour la première partie. Parce que si la méga-machine fonctionne au pétrole, le conférencier fonctionne avec l'eau. C'est le moteur à eau, ce n'est pas le moteur le plus dispendieux au point de vue énergétique, même si c'est une eau additionnée de gaz. Alors, la décroissance, c'est d'abord un slogan. C'est un slogan, bon, parce que, bien évidemment, contrairement à ce que pensent des imbéciles qui n'ont pas lu une ligne sur le projet, décroître pour décroître, c'est aussi absurde que croître pour croître. Bien évidemment que les partisans de la décroissance ne souhaitent pas qu'on les prenne au mot et ils ne souhaitent pas décroître sans limite et décroître pour décroître. Non. C'est un slogan pour dire on ne peut pas continuer comme ça, il faut sortir de cette religion de la croissance. Donc, si on voulait, c'est un slogan parce que, comme on est dans une société qui fonctionne sur la com, surtout les GAFA, et donc par conséquent, il faut l'utiliser pour se faire comprendre, pour pouvoir arriver à avoir prise sur cette société, il faut utiliser les moyens, les mêmes moyens qu'elle, et par conséquent, utiliser aussi des procédés de communication. Il se trouve qu'à l'origine de la décroissance, on a des associations anti-pub, casseurs de pub. Bon, notre journal de décroissance donc, a été fait par l'association casseurs de pub, des gens qui ont travaillé sur la publicité, qui la connaissent bien et qui se sont retournés contre elle, qui utilisent les procédés de la pub pour attaquer la pub. Donc, c'est un slogan. Si l'on voulait être rigoureux dans une société de communication, tout le monde s'en fout d'être rigoureux, sauf quelques universitaires qui sont atteints par la limite d'âge comme moi. Et donc, si on fait rigoureux, on parlerait d'accroissance, comme on parle d'athéisme, avec le A privatif grec, et c'est précisément de ça qu'il s'agit, devenir des athées de la croissance, parce que la croissance, comme j'ai dit, est une religion, devenir des agnostiques de la croissance. Bien évidemment, les partisans de la décroissance, qui s'appellent objecteurs de croissance, les objecteurs de croissance souhaitent la croissance de bonheur en humanité, la croissance de la qualité de l'air, la croissance de la qualité de l'eau qui a disparu, la croissance de beaucoup de choses que nous ne pouvons plus, la croissance de la qualité de ce qu'on mange, parce que manger à l'heure actuelle, comme dit mon ami Carlo Petrini qui a fondé pour ça l'association Slow Food, manger est une expérience à haut risque. Vous attrapez des perturbateurs endocriniens à tir d'arigot dans tout ce que vous mangez, le poulet de patrie, les tomates en mousse, produits avec toutes
sortes de saloperies, tous ces trucs qui sont nourris aux pesticides, aux engrais chimiques, etc. Si bien que de toute façon, quand on a fait des prises de sang des députés écologistes à Bruxelles, José Bové et autres, on s'est aperçu qu'ils avaient dans le sang des traces de centaines de produits nocifs, perturbateurs endocriniens, molécules, particules, etc., cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, enfin, un cocktail de choses délicieuses et dégustées. Bon, donc, tout ça pour dire que, bien évidemment, nous souhaitons la croissance de l'agriculture écologique, de l'agroforesterie, de la permaculture, du bien-être, du bonheur, si tant est qu'on peut mettre le bonheur en équation. Mais c'était l'idée qu'il faut rompre la nécessaire rupture, et c'est pour ça que c'est un slogan que notre ami Paul Ariès, qui va venir bientôt, lui a dit, c'est un mot obus pour casser la langue de bois de l'idéologie de la croissance, de la religion de la croissance et du développement. Évidemment, derrière ce mot obus, il y a l'idée que si nous voulons survivre, il faut construire une société soutenable et, si possible, une société heureuse, une société, ce que mon ami collègue britannique Tim Jackson appelle une société de prospérité sans croissance. Il a fait un rapport au gouvernement britannique, commandité par le gouvernement comment s'appelle ce salopard avant quel s'appelle Tony Blair. Il a fait un rapport magnifique qui s'appelle Prosperity Without Growth. D'ailleurs, je crois même que c'est une édition que je l'ai publiée des clés du web. Je ne vais pas les faire. Enfin bref, donc il nous faut inventer, non pas une alternative, la décroissance n'est pas une alternative, mais une matrice d'alternative. Bien évidemment, pourquoi? Parce que la société de croissance, qui est une forme de destruction de toutes les formes de différentes identités, c'est le triomphe de la pensée unique et de l'homme unidimensionnel dont parlait Marcuse, qui n'est autre que l'homo economicus. Donc c'est la transformation de toutes les différences dans une bouillie économique, c'est l'uniformisation planétaire. Le premier livre à succès, qui était l'occidentalisation du monde, portait à juste titre comme sous-titre Essai sur l'uniformisation planétaire, 1989. Et une fois soulevée la chape de plomb de cette religion de l'économie, eh bien on retrouve la possibilité de retrouver la diversité culturelle. Donc, bien évidemment, chaque société, chaque groupe humain doit créer son futur en fonction de ses aspirations, qui peuvent remonter très loin, en fonction de ses sensibilités. Et ça n'a pas de sens d'imposer un modèle unique pour tout le monde, bien évidemment. Donc, c'est une matrice d'alternatives. Bon, il n'y a pas de raison de concevoir une société de décroissance de la même façon au Texas et au Chiapas, au Sénégal et au Portugal. C'est des mondes divers. Donc, c'est pas un autre monde est possible, c'est d'autres mondes sont possibles, ce que disent d'ailleurs les néo-syncrétistes du Chiapas. Mais tous ces mondes possibles, s'ils veulent exister, doivent répondre à une condition qui est effectivement la soutenabilité écologique. Et cette condition, elle est évidemment assez forte. Et donc on peut concevoir un horizon de sens de toutes ces alternatives, ce que j'appelle l'utopie concrète d'une société autonome et durable, sous la forme d'un cercle vertueux de 8 R. Bon, en fait, on pourrait jogger là-dessus, mais ça c'est le futur qui nous attend, si nous ne changeons pas. Je sais pas si vous avez vu ce film utopique assez extraordinaire, 1987, c'est pas nouveau.
fait, il était mort il y a 20 ans, 30 ans, rapporte sur l'effondrement de l'Occident, il le situait vers 1988. Alors voilà, donc le cercle vertueux en 8 ères. Donc le premier changement, enfin tous ces ères sont des étapes nécessaires de désintoxication de la société de croissance, changement des valeurs, les valeurs sur lesquelles repose cette société, c'est la guerre de tous contre tous, la concurrence et la guerre de tous contre la nature. On retrouve une forme d'harmonie qu'on ne traite plus la nature en prédateur, mais comme un bon jardinier, puisque nous devons vivre dedans et avec, et que l'on arrête de se faire la guerre les uns les autres pour essayer de coopérer pour vivre décemment. Si on change les valeurs, on est amené à changer les concepts, et donc à concevoir d'autres formes de richesse que la richesse économique, que l'accumulation illimitée de capital, d'argent, etc. Mais on est aussi amené à concevoir la pauvreté comme quelque chose qui n'est pas honteux ni qui n'est pas misérable, mais quelque chose qui est une forme de sobriété désirable. Et pour remettre en question tous les concepts qui sont à la base de notre imaginaire économicisé. Cela amène évidemment à remettre, alors c'est au fond la remise en question de ce qu'on dirait le jargon numérique, le software, on remet en question soi-même, mais ça amène à remettre en question l'hardware, c'est-à-dire le mode de production, les structures restructurées, bien évidemment, sortir du capitalisme, ça c'est un vaste programme, plus concrètement beaucoup de choses, produire autrement et autre chose. Évidemment, ça amène à changer les formes de distribution, donc on a un système qui, sans être décroissant, un auteur à succès, Thomas Piketty, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, a montré qu'on arrivait à des systèmes de distribution absolument délirants, d'inégalité et d'injustice. C'est une des formes qui incorpore un peu tout ça, parce que face à ce délire de la démesure, de la délocalisation, des formes qui retrouvent une certaine forme de sagesse, c'est la relocalisation, puisque nous sommes condamnés, qu'on le veuille ou non, à vivre réellement dans un lieu donné, donc autant s'y faire, s'adapter culturellement, politiquement, économiquement, etc. Bien sûr, réduire l'empreinte écologique, réduire le gâchis, réduire aussi les horaires de travail et l'idéologie du travailler toujours plus pour gagner toujours moins, et réutiliser plutôt que user et jeter, donc contre l'obsolescence programmée, etc., finalement, le cyclisme. Bon, finalement, il s'agit de construire cette société de prospérité sans croissance ne peut exister que si nous réintroduisons une certaine forme de frugalité. Donc il s'agit de construire une société d'abondance frugale. Alors on peut se dire, mais vous avez dit que le développement durable c'est un oxymore, mais l'abondance frugale c'est pas un oxymore. Alors on est tenté de penser spontanément que l'abondance frugale c'est un oxymore parce que on nous a bourré le crâne pour nous faire croire que nous vivions dans des sociétés d'abondance. Le fameux essai de John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, qui était d'ailleurs un essai critique. Enfin, en réalité, nous vivons dans des sociétés de gâchis. Ah, c'est vrai, on voit bien dans l'exposition, il y a des sociétés de gâchis, mais ce sont des sociétés de frustration. Et ce doivent être des sociétés de frustration. Les publicitaires le savent très bien. Les peuples heureux, les gens heureux consomment peu. Pas besoin, ils n'ont pas d'énormes besoins, ils sont satisfaits. En revanche, les frustrés, et ceux qui sont mal dans leur peau, ont une boulimie consumériste
pratiquement toute la stratégie de marketing, c'est de faire croire qu'on va obtenir les satisfactions des pulsions non satisfaites grâce à des produits de substitution. Ça ne marche pas très bien. Ça marche un peu, pas très bien. Et donc, la véritable abondance, en fait, on vit dans une société de rareté, puisque nous ne pouvons même plus respirer un air. On a beau payer, on ne pourra pas respirer un air sain, parce qu'on peut payer toujours pour aller faire des séjours à la montagne, mais même à la montagne, vous avez moins de particules effectivement émises par les voitures, etc., qui sont des particules mutagènes, etc., mais l'ozone, elle, vous l'avez quand même, parce que l'ozone, elle se répand partout. Donc, même en payant, on n'arrive pas à avoir toujours un air sain, de l'eau sainte, de l'eau saine, etc. Donc, oui, on a la rareté d'un air de qualité, de l'eau de qualité, de nourriture, des produits sains, même les produits bio. Si vous analysez les produits bio, vous trouvez des tas de molécules cancérigènes dedans, etc. Parce que forcément, on a beau faire. Si vous cultivez votre blé bio et que votre voisin est en train de s'occuper avec des hélicoptères, ou maintenant on fait ça avec des drones, en train de mettre du glyphosate dans le champ d'à côté avec des drones, forcément votre culture bio elle sera contaminée. Donc voilà, là, on a une rareté de quantité de choses, sans parler évidemment des liens sociaux, où on est en train de former une jeunesse autiste qui s'enferme dans son dialogue éternel avec des machines virtuelles. Et donc, il y a une véritable... Donc, l'abondance n'existe que si on a des limites. Donc, c'est le problème. Les sociétés ne peuvent avoir du futur et n'être soutenables que si elles savent se limiter. Le problème, c'est que la société moderne, à son origine, pour des raisons qui se comprennent historiquement, parce que les limites arbitraires posées par l'ancien régime étaient effectivement insupportables. Il fallait les remettre en question. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il fallait envoyer promener toute limite. C'est toute la théorie de mon ami Jean-Claude Michéa, que vous avez peut-être entendu récemment, qui a une interview excellente sur France Inter. Bon. Alors, pour conclure, c'est donc un projet de décroissance, c'est donc un projet pluriel, un projet à construire, un projet qui n'est pas, contrairement à ce qu'on se dit, qui n'est pas une chose aberrante, une élugubration de penseurs hors sol, c'est quelque chose qui a une profondeur historique extrêmement grande, qui rejoint les aspirations du premier socialisme. Je pense au socialisme de William Morris, c'est News of Nowhere, qui est un socialisme écologique anti-industriel, même dans une certaine mesure le socialisme de Fourier, de Proudhon, l'anarchisme de Kropotkin, avec l'entraide, mais qui ajoute au socialisme de Marx, qui est complètement négligé, complètement passé à côté du problème écologique, qui ajoute cette dimension fondamentale du respect de l'harmonie avec la nature, de l'insertion dans le cosmos. L'homme n'est pas une créature hors de la création, il fait partie de l'ensemble du vivant, il doit vivre en harmonie avec les espèces végétales, animales, et même avec le monde minéral. Et donc, il s'agit de construire un écosocialisme qui a de nombreux précurseurs. Donc, depuis quelques années, je dirige une collection des précurseurs de la décroissance. On en a identifié 70, on pourrait en mettre beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup. Et par conséquent, finalement, il y en a beaucoup. Et la philosophie portée par la décroissance rejoint l'antique sagesse de toutes les sociétés, de toutes les cultures, aussi bien la sagesse chinoise du taoïsme. On a fait un livre sur Lao Tse et la pensée taoïste qui rejoint tout à fait
tout à fait la philosophie de la décroissance. Évidemment, Lao Tzu ne connaissait pas la société de croissance, ni le progrès, ni l'économie, mais ils avaient déjà l'idée, et c'est ça que c'est ça que synthétise ce monolithe de granit qui est le couvercle d'une fontaine, vous voyez, il y a une louche pour ça à voir, dans le temple zen à Kyoto, Yoanji, et qui est formé, le petit carré du centre est en fait un demi-caractère qui joue avec les quatre autres, c'est une espèce de rébus zen, comme elle les zen, voilà, les quatre caractères, c'est cela. Et dans le petit dépliant qu'on donne à l'entrée du temple, on dit, bon, ces quatre caractères synthétisent la philosophie zen. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, tout simplement, ce que disait Épicure, que celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera satisfait de rien. Et ils disent, celui qui ne sait pas maîtriser ses désirs ne sera jamais heureux sur cette terre. Donc, toutes les sagesses ont toujours enseigné la limitation des passions que Spinoza appelait les passions tristes, l'avidité illimitée, la recherche du pouvoir, de la richesse. Et donc, que ce soit le bouddhisme zen, que ce soit le taoïsme de Lao Tzu et surtout de Chuang Tzu, que ce soit la tradition amérindienne qui redevient à la mode du buen vivir, Sumak Kosai, Sumak Kemania, des Quechua et des Aymara, ou que ce soit la tradition des sagesses africaines, j'évoquais le Bantaré des Peuls, mais il y a beaucoup d'autres traditions africaines, toutes ces philosophies, au fond, sont des philosophies du sens de la mesure, des philosophies qui dénoncent le danger de l'hubris, ce que les Grecs appelaient une démesure, la chose la plus grave, et donc ce sont des philosophies de la décroissance. Et bien qu'en fin de compte, la décroissance, il n'y a pas à en avoir honte, c'est non seulement la pensée qui, à l'exception de la petite parenthèse historique de l'ère de la croissance qui a duré 3 siècles, ce qui pour les 200 ou 300 000 ans de l'Homo sapiens sapiens, c'est pas grand-chose, donc c'est une petite parenthèse historique, et dans la pensée, c'est une toute petite parenthèse historique, puisque même pendant la période triomphante et trente glorieuse de la société croissante, les principaux penseurs, des gens comme Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, André Gortz, étaient des théoriciens précurseurs de la décroissance. Merci de votre attention remarquable.